Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans notre événement spécial Co-Living. À mi-chemin entre le coworking et la colocation, le concept de co-living connaît un véritable essor depuis ces dernières années. En effet, le co-living révolutionne le marché de l'habitation et s'inscrit dans une tendance de fond, celle de l'économie du partage et de l'usage. Nous vous proposons donc d'explorer dans le détail cette nouvelle tendance. Que recouvre précisément le concept de co-living? Quels sont les fondements sur lesquels s'appuie cette nouvelle façon de se loger? Quelles sont les tendances du marché? Existe-t-il plusieurs types de co-living? Quelles sont les métropoles où la demande explose? Quels sont les points à regarder avant d'investir? Est-ce plus rentable que l'immobilier traditionnel? Nous vous proposons de répondre à toutes ces questions et bien d'autres au cours de notre événement digital dédié au co-living. Sur le plateau, nous accueillerons Valentine Gros, avocate associée du cabinet Urban Act, spécialisée dans le conseil auprès des acteurs du secteur du co-living. Pierre Aoun, directeur général du groupe LP Promotion, acteur majeur de la promotion immobilière, nous fera le plaisir de sa présence et il sera accompagné d'Audrey Anissette, présidente de Privilèges, spécialisée dans la gestion locative. Ils nous partageront les raisons pour lesquelles ils ont misé sur cette thématique il y a plusieurs années. Nous serons enfin rejoints par Claude Lambert, président d'Expertissimo, et également de Julien Joubert, président fondateur de Quintessence. Christophe Cour sera également avec nous, directeur commercial et marketing chez LP Promotion, et de leur position de distributeur, nos invités nous diront pourquoi ils ont choisi de flécher les investissements de leurs clients vers le co-living, quels sont les arguments qu'ils mettent en exergue et est-ce que leurs clients sont contents. En fin d'événement, découvrez 3 opérations de co-living disponibles à la commercialisation dans l'espace atelier et je vous propose d'ores et déjà d'accueillir notre premier invité, Jingle. Pour ce premier plateau, j'ai le plaisir de recevoir Valentine Gros, avocate associée dans le cabinet Urban Act. Bonjour Valentine. Bonjour Philippe. Bienvenue, merci d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors comme vous l'avez dit, je suis avocate à Paris en droit immobilier au sein du cabinet Urban Act Avocat. Avec mon associée Laetitia Beau, ce qui nous intéresse particulièrement, ce sont les nouveaux usages dans l'immobilier, les nouvelles pratiques urbaines. Donc on accompagne et on conseille les sociétés innovantes dans l'immobilier, que l'on appelle les PropTech, et également des sociétés de co-living, des investisseurs et des exploitants. Très bien, donc co-living qui est notre sujet du jour, donc quelque chose que voilà vous travaillez, vous connaissez bien, et justement première question, peut-être pour planter le décor, quelle est votre définition du co-living ? Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de co-living sans forcément le différencier de la colocation, alors que ce sont 2 modèles assez distincts. Le co-living est né dans les années 2000 à Los Angeles, aux États-Unis. Il s'est progressivement développé beaucoup en Chine. Et est en plein essor aujourd'hui en France et en Europe. Le co-living, comme la colocation, c'est la fragmentation d'espace, la mutualisation des mètres carrés et des coûts, mais à la différence de la colocation, dans le co-living, il y a vraiment une offre de prestation de services, un logement clé en main avec plus ou moins de services selon les espaces de co-living et également une vraie recherche de communauté, de lien social. Donc les co-livers habitent en co-living pour la communauté et pour avoir un logement flexible, clé en main et faciliter en fait leur installation. Très bien. Et à quoi ça ressemble, vous qui connaissez bien cette thématique et ce type de logement, d'habitation, à quoi ça ressemble de l'intérieur ? Alors de l'intérieur, c'est un appartement avec donc des espaces privatifs, généralement donc une chambre et une salle de bain, et des espaces partagés, par exemple un salon, des espaces de convivialité, des espaces pour visualiser des films, un jardin, une terrasse, une salle de sport selon certains co-living. Donc des espaces privatifs et aussi beaucoup d'espaces en commun pour justement faire vivre la communauté des co-livers. D'accord. Et donc le co-living, vous l'avez évoqué un peu en introduction, mais si on doit faire une synthèse, repose, je crois, sur 3 fondements, ces 3 piliers principaux, c'est ça? Exactement, Philippe. Il y a vraiment un triptyque en co-living et c'est ce qui le distingue de la colocation. Le triptyque, c'est flexibilité, communauté et service. Alors flexibilité avec des formalités qui sont extrêmement simplifiées par rapport à un appartement classique, un appartement également clé en main. Communauté
on le disait tout à l'heure, avec une vraie recherche de lien social, de partage entre les co-livers. Et cette communauté est renforcée chez beaucoup d'opérateurs de co-living qui mettent en place un système de cooptation, c'est-à-dire que les nouveaux co-livers devront, dans certains espaces, être cooptés, c'est-à-dire être validés par la communauté déjà existante pour justement renforcer cet esprit communauté. Et enfin, le troisième pilier du co-living, ce sont les services. Donc, évidemment, le Wi-Fi, Internet haut débit, tout ce qui est également Netflix et d'autres prestations de services qui peuvent être l'organisation de concerts, d'événements, de soirées à thème, il peut y avoir des choses comme ça également, c'est ça? Il y a souvent des soirées à thème pour l'arrivée de nouveaux membres, pour échanger, etc. Donc c'est très très fréquent que les exploitants de co-living organisent tous les mois des événements de ce type. Et alors, voilà, on en parle, on sait que c'est là, il y a une tendance de fond, un phénomène effectivement important, vous l'avez évoqué par rapport à l'étranger, mais selon vous, sur quoi s'appuie ce développement et cet engouement autour du co-living ? Alors, on l'explique par plusieurs facteurs. Le premier, c'est évidemment la hausse des prix des loyers dans les grandes métropoles. Le co-living, c'est une offre qui met en service la difficulté de se loger avec des métropoles qui sont saturées, avec des loyers qui sont élevés. Donc le co-living est une réponse de marché vraiment intéressante de ce point de vue-là. Également, dans la vie, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de périodes de transition qu'avant, qu'elles soient familiales ou professionnelles. On change de job plus souvent, on se met en ménage plus tardivement, on divorce aussi plus, donc les enfants partent faire leurs études à l'étranger, etc. Donc on a beaucoup de moments dans la vie qui peuvent être des phases de transition et pour lesquelles l'offre de co-living est complètement adaptée, avec un immobilier plus classique qui n'est pas justement forcément adapté puisqu'il y a des lourdeurs administratives. Oui, c'est ça, une facilité d'accès notamment aussi. Voilà, ça peut être assez facile et on peut aller prendre un logement via un smartphone, n'est-ce pas? Exactement, c'est ça. On l'explique aussi le succès du co-living par rapport à la crise sanitaire. On aurait pu penser que pendant le Covid, étant donné que l'heure était plus à l'isolement qu'à la communauté, on aurait pu penser que les espaces de co-living souffriraient de la crise Covid, et en réalité pas du tout. C'est un modèle, le co-living, qui a montré toute sa force pendant le confinement, avec évidemment cette recherche et cette possibilité au sein d'un espace de co-living d'avoir un lien social, d'avoir une communauté. Il faut pas oublier en France qu'il y a 7 millions de personnes qui se disent isolées. Donc l'isolement est un vrai fléau de notre société. Et de ce point de vue-là, le co-living est une réponse très intéressante. Le confinement a aussi révélé l'inadaptation des logements. On a un parc de logements en France qui est plus petit que chez nos voisins européens, avec souvent des difficultés d'avoir un coin travail, un espace pour se concentrer. Et de ce point de vue-là aussi, le co-living, c'est une réponse assez intéressante, puisque la répartition des espaces fait qu'il est possible de travailler et en même temps de vivre dans des bonnes conditions. Donc le co-living permet aussi de relever les critères en fait de l'habitat, et en ça c'est une réponse intéressante. Et dernier point, les nouvelles générations, notamment la génération Z, qui privilégie beaucoup l'usage par rapport à la propriété. C'est important, c'est un paradigme qui est pas forcément celui des générations plus âgées. Exactement, c'est une génération, les jeunes générations aujourd'hui, elles veulent moins détenir, mais elles veulent du sens, elles veulent des services, et elles privilégient donc l'usage du logement, avec donc des jeunes qui ne réfléchissent plus en matière de patrimoine, mais en matière d'usage, et qui souhaitent aussi des appartements extrêmement connectés. Il y a des études qui sont sorties pendant le confinement qui disaient qu'un jeune sur 3 avait beaucoup de mal dans son logement à avoir une bonne connexion, etc., Internet. Et de ce point de vue-là, les espaces de co-living apportent une très bonne réponse aussi en termes de connectivité. Donc voilà, c'est à travers ces différents constats qu'on explique l'essor, le succès du co-living. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on voit la pratique se normaliser. Au départ, c'était beaucoup des étudiants, des jeunes actifs. Et aujourd'hui, on voit des co-living également pour les seniors, des co-living pour les familles monoparentales. Donc il y a des thématiques qui sont en train de se développer petit à petit. C'est ça, exactement, avec certains opérateurs aussi qui organisent
des thèmes à l'intérieur des co-living pour que les personnes, en fonction de leur hobby dans la vie, de leur centre d'intérêt, puissent rejoindre une communauté qui leur ressemble. Ouais. Très bien. Et alors, on a compris effectivement cette tendance de fond et le pourquoi. Peut-être les chiffres, ça donne quoi en termes de chiffres alors, justement, cette évolution ? Termes de chiffres, il y a des chiffres qui sont très évocateurs, très parlants, concernant le nombre de villes qui accueillent des espaces de co-living. Elles étaient 11 en 2019, elles sont 34 aujourd'hui, donc une multiplication par 3, même un peu plus. La majorité de ces villes sont situées en Île-de-France, en petite et en grande couronne, avec des espaces à Neuilly-Plaisance, à Massy-Palaiseau, à Ivry-sur-Seine. Également l'essor de co-living en région, de plus en plus à Bordeaux, à Montpellier, à la montagne également, on voit aussi. Et initialement, l'offre de co-living était portée par des acteurs privés. Ce qui est intéressant de constater aujourd'hui, c'est que les collectivités s'emparent également du modèle de co-living, parce que les collectivités ont compris aujourd'hui, notamment pour des villes qui sont un peu en perte de dynamisme, que l'arrivée de jeunes actifs avec un certain pouvoir d'achat était une vraie chance aussi pour redynamiser la ville. Souvent la diversité est synonyme de vitalité urbaine. Donc on voit beaucoup de villes s'emparer du phénomène co-living, et c'est ce qui explique donc que les projets de co-living sont aujourd'hui très développés en région parisienne, mais également un peu partout sur le territoire. Autre chiffre qui est assez évocateur, c'est le nombre de lits en co-living. En 2021, 8300 places. En 2023, 15 000 lits, 15 000 places sont attendues, donc contre 5 000 en 2019, donc une augmentation qui est très importante. Et également, autre chiffre assez intéressant sur les recherches Internet, une grosse progression entre 2017 et 2019 du nombre de recherches sur Google qui inclut le terme co-living, une progression de 550%. Donc c'est énorme. Et justement, on l'a un peu évoqué, mais est-ce que donc il y a plusieurs styles de co-living, il n'y a pas qu'un seul? Ce n'est pas uniquement l'étudiant, alors c'est peut-être la grosse partie, l'étudiant jeune travailleur, mais vous l'avez évoqué tout à l'heure, peut y avoir aussi d'autres cadres sans rentrer dans les résidences traditionnelles type senior comme on peut connaître, n'est-ce pas? Exactement, c'est vraiment ça. Initialement, c'était l'étudiant jeune travailleur. Aujourd'hui, il y a des co-living aussi intergénérationnels, des co-living pour quelque part tous les âges de la vie, et je pense qu'on assistera à une vraie normalisation de la pratique, puisque le co-living va accompagner aussi les jeunes qui aujourd'hui vivent en co-living, auront l'habitude et vont prendre, je pense, cette habitude de vivre à plusieurs moments de leur vie dans des espaces de co-living. Très bien. Eh ben, écoutez, merci beaucoup, Valentine, pour votre témoignage et voilà la richesse de vos propos et cet éclairage. Je vous propose à présent à toutes et à tous, de poursuivre avec notre deuxième plateau où justement on va proposer à des acteurs, à la fois promoteurs et gestionnaires, de venir témoigner sur justement cette thématique du co-living. Je vous dis à tout de suite, jingle. Nous poursuivons donc notre émission spéciale dédiée au co-living avec deux acteurs majeurs du marché, et je reçois donc Pierre Aoun, directeur général de LP Promotion. Bonjour Pierre. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et nous recevons également Audrey Anissette, présidente de Privilège. Bonjour Audrey. Bonjour. Eh bien, je commence avec vous Pierre. Est-ce que déjà vous pouvez nous présenter le groupe LP Promotion, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Merci de nous accueillir ici. Ce matin, le groupe LP Promotion, c'est donc 25 ans d'existence. Aujourd'hui, un petit peu moins de 300 collaborateurs, un petit peu moins de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé. Il faut parler chiffres. On est implanté historiquement dans le sud-ouest, Toulouse, Bordeaux. Puis on a commencé à rayonner au niveau national pour proposer des programmes immobiliers dans tout le parcours résidentiel, aussi bien sur du logement classique, en accession à la propriété, primo-accédant, logement plus premium, que sur la résidence service. Et puis c'est, je pense, le sujet du jour. Donc tout ce qui peut être étudiant, senior, mais aussi co-living. On va en parler ce matin, voilà. La palette de ce que peut proposer LP Promotion sur le parcours résidentiel, en s'attachant à le regarder en amont, dès la recherche foncière, et puis dans sa conception, on va en parler, la commercialisation et puis la gestion. Voilà, on est là dans la durée et on accompagne nos collectivités,
les territoires dans lesquels on construit, et tout ça avec une satisfaction client qui nous est très chère. Et avec votre historique, vous êtes un bon observatoire effectivement de l'évolution du logement et de l'habitation en France, et voilà, votre témoignage à la fois en tant qu'observatoire et en tant qu'acteur du marché va être précieux dans le cadre de cette émission. Donc merci encore Pierre. Et Audrey, est-ce que vous pouvez justement nous présenter Privilège, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Donc Privilège aujourd'hui, en quelques chiffres. Alors déjà, nous sommes bien sûr une filiale du groupe LP Promotion à 100%. En quelques chiffres, Privilège aujourd'hui sur le parc national, c'est 27 résidences gérées, des résidences qui vont effectivement, comme disait Pierre tout à l'heure, joncher les étapes du parcours résidentiel. Donc on va commencer bien sûr par les étudiants, donc la résidence Studently, donc la marque. Ensuite, donc on atteint un certain âge, donc on bascule et on a souhait d'autres choses. Donc on bascule sur une marque qui s'appelle la marque Sweetly, donc que nous verrons dans le cadre du co-living. Et petit à petit, on achète, on passe par l'accession, hein. Et en suivant, on arrive à un certain âge, donc on est plutôt âgé, où là aussi le groupe LP, à travers sa filiale Privilège, a voulu développer une marque consacrée aux seniors. Donc ce sont nos résidences Serenity. Très bien. D'accord. Donc pareil également, voilà un bon observatoire de gérer les locataires et de connaître leurs besoins. Pierre, donc LP Promotion a bientôt 30 ans et justement donc on parle de co-living aujourd'hui. Vous avez opéré le virage il y a quelques années. Pouvez-vous justement se replacer à l'époque et nous expliquer pourquoi ce virage, la vision et où vous en êtes aujourd'hui sur cette thématique? Écoutez, il est né d'un constat. Celui que bon nombre de nos concitoyens ne peuvent pas se loger. On parlait des étudiants, on parlait aussi des seniors, où la demande est bien plus forte que l'offre. Donc on a voulu y répondre avec deux marques, Studently et Serenly. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait aussi une autre population, une autre tranche de population, celle qui est en transition professionnelle, en transition de vie. Bref, tous ceux qui ne sont pas forcément dans le schéma du logement classique. Et c'est plus qu'une mode aujourd'hui, c'est une réelle demande qui n'est pas adressée ou très peu adressée, qu'on a voulu adresser avec la marque Sweetly, donc notre marque co-living. Je laisserai notre présidence en parler tout à l'heure plus amplement. Donc ça fait chez nous à peu près une petite quinzaine d'années qu'on s'intéresse au service, qui est notre raison d'être. Voilà, on a toujours voulu travailler le logement avec le service. Pour nous, il est fondamental et il se rapproche de la satisfaction client et la satisfaction des résidents. C'est tout à l'heure. Et puis la filiale Privilège permet de gérer dans son ensemble des immeubles, donc de les opérer de A à Z, donc opérer les rez-de-chaussée, actifs. On fait aussi du coworking café, de la restauration, salle de sport, et puis ce qui peut se passer au-dessus. Voilà, donc notre idée, elle est d'opérer intégralement un immeuble et donc d'apporter encore plus de satisfaction à nos résidents et d'offrir encore plus de services au quotidien. Claire, et ce virage vers le co-living, vous l'avez opéré il y a combien de temps à peu près? Il y a 5-6 ans. D'accord. Et là, aujourd'hui, ça représente une part significative de la production, je crois. Dans le développement des résidences-services, qui représentent à peu près, peu ou prou, 50% des résidences que nous développons par an. Donc, grosso modo, 15 à 20 résidences par an d'envergure, puisque ce sont des résidences qui font une centaine de logements ou d'habitations à peu près. Il y en a un gros tiers, 40%, qui sont faites en co-living, principalement en Île-de-France, mais aussi dans les grandes métropoles françaises dans lesquelles nous travaillons. Voilà, donc toutes ces grandes métropoles qui conjuguent à la fois le monde étudiant, le troisième cycle, et puis le monde des affaires, et puis un certain héliotropisme ou une envie de venir habiter. Proche, évidemment, comme chacune de nos résidences, de toutes les commodités, des transports en commun, c'est très important, donc placement premium. J'y reviendrai tout à l'heure, mais on a 35 collaborateurs qui, au quotidien, battent le pavé pour trouver des emplacements premium et répondre à la demande de Privilège, puisque c'est le gestionnaire qui nous fait cette demande-là et qui nous indique les sites qu'il veut voir développer. Donc on répond de manière stricto sensu, assez ciblée à la demande du gestionnaire. On y fait particulièrement attention. C'est aussi pour ça que nos résidences sont toutes plus que remplies et qu'on affiche avec une certaine joie un succès en termes de remplissage. C'est parce qu'il y a un réel travail ensemble entre gestion et promotion. Très bien. Et justement, on a parlé de l'historique. Aujourd'hui, vous en êtes où et vers où allez-vous? Quelle est la vision? Quelle est la montée en charge, j'ai envie de dire, par rapport au co-living sur les prochains mois? Écoutez, on sort à peu près 5-6 résidences par an. 150 lots moyens sur le co-living, donc un petit millier de logements par an sont en développement. Donc à l'horizon de 4-5 ans, une vingtaine de résidences nouvelles vont venir garnir les troupes. Voilà, l'objectif chez nous, c'est d'avoir
petite centaine de résidences d'ici 7 ans en gestion, ce qui nous fera un des top 3 ou top 5 gestionnaires sur la place nationale, et d'être un acteur important du co-living avec entre 20 et 30 résidences en gestion d'ici 2026-2027. Voilà vers ce sur quoi vers on tend. D'accord, ouais. Donc effectivement c'est significatif et vous l'avez évoqué sur les villes où vous implantez historiquement, donc Île-de-France, mais est-ce que il y a une typologie de villes dans lesquelles vous regardez plus particulièrement aujourd'hui? Oui, bien sûr, vous avez raison de le dire. On construit pas n'importe quoi n'importe où. C'est la base. L'immobilier, c'est 1 l'emplacement, 2 l'emplacement, 3 l'emplacement, et ça on y veille. Avec une énergie certaine. Les villes qui permettent d'accueillir du co-living sont des grandes métropoles, des grandes villes, qui à la fois conjuguent, encore une fois, un monde étudiant 3e cycle, des gens qui viennent pour un master, qui viennent pour une durée donnée, plutôt du moyen terme, et une population professionnelle, qui vient aussi en entreprise. On est toulousain historiquement. On a Airbus chez nous qui ramène des ingénieurs ou des chargés d'affaires d'Allemagne, d'Espagne et partout en Europe qui viennent pour 3 mois, 6 mois se former. Ça correspond à cette demande-là. Et puis, ces grandes métropoles, elles offrent aussi des communautés importantes et donc elles attirent des populations. Elles attirent des populations qui déménagent, qui viennent dans un premier temps, sans forcément avoir envie d'aller à l'hôtel ou de louer un logement. Donc, qu'est-ce que je fais quand j'arrive dans une grande ville? Le co-living s'y prête. Des gens qui ont une vie personnelle qui change. Donc, quand vous divorcez, qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous allez? Et tout ça dans des grandes villes qui sont souvent anxiogènes, vues par nos concitoyens comme étant anxiogènes. Donc, offrir ce lien social, on a une belle image derrière, offrir ce lien social, offrir la qualité de service, c'est quelque part avoir un cocon. Et ce cocon, on essaie de le développer avec privilège pour que nos concitoyens se sentent bien dans une période de transition de vie, quelle qu'elle soit. Oui, c'est ça, et on l'a vu sur le plateau précédent, effectivement, de plus en plus de ménages seuls, que ce soit effectivement lié à l'augmentation de l'espérance de vie. Vous, Audrey, que constatez-vous? Quelle est la population en fait qui la cible justement du co-living? Pierre le disait, de l'étudiant, du fraîchement embauché, mais pas que. Est-ce que vous pouvez nous faire part de votre expérience? Oui, alors nous, on scrute le marché depuis le début des résidences étudiantes au village. Il faut bien vous dire qu'on voyait petit à petit nos populations s'en aller une fois qu'ils atteignent un certain âge, donc c'est-à-dire 25-30 ans. Et on voit que le co-living aujourd'hui pousse jusqu'à 35 ans. Donc c'est vrai qu'on avait du mal à les retenir sur nos résidences étudiantes et on voyait qu'il y avait quand même une vraie demande. Donc on s'est quand même attaché à développer ce concept, toujours en ayant en tête un concept adapté et le maintien en tous les cas de ce public-là au sein de nos résidences de service, puisque nos résidences n'est pas juste une habitation ou un logement ou un hébergement, c'est vraiment aller plus loin, c'est la création et la participation à une communauté, c'est vraiment un axe très fort du co-living, quel que soit le type de co-living. On a aussi beaucoup travaillé sur nos équipes, donc qui assurent le lien social au sein de nos résidences, c'est les équipes que l'on recrute, que l'on forme, puisqu'on va parler d'école privilège, puisque nos différents responsables de site, leurs équipes, les réceptionnistes, etc. Et les animateurs, on parle de suite manager, avec énormément d'activités à la semaine, au mois, sur nos résidences. Donc on parle de mini-concerts, etc. Donc on va vraiment s'attacher, en tous les cas, à répondre à une demande qui est très spécifique à ce persona qui est le jeune trentenaire qui, effectivement, comme vous l'avez dit, sort des études et rentre dans la vie active. Et qui, pour beaucoup, occupe des espaces de coworking, et c'est ça que vous reproduisez, vous. Tout à fait, puisque comme Pierre l'a dit tout à l'heure, on est sur un bâtiment multi-opéré, donc multimodal, avec une gestion pour nous qui est diversifiée. Donc on a une marque effectivement qui répond à cette demande de coworking, qui est la marque Edenwork, et qui va venir se caler dans les socles actifs de nos résidences, donc avec de l'hébergement effectivement dans les étages et un socle actif. Donc dans ces socles actifs, comme je vous le disais tout à l'heure, les jeunes de cette tranche d'âge, pour répondre à la question, sont vraiment attirés par autre chose que de venir juste habiter dans un lieu temporairement. Ils veulent avoir une expérience privilège et une expérience en tous les cas de vie. Très bien, et comme effectivement vous êtes gestionnaire, il y a un moment, il y a la question de la rentabilité. Est-ce que vous ressentez une demande de plus en plus importante pour ce type de logement? Tout à fait, parce que
comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idée c'est effectivement de retenir ce public qui partait dans le parc privé locatif. Donc ce dont on s'est aperçu dans les villes où nous avons déjà en place ces résidences, c'est que bien souvent ils partent dans des T4, T5 du centre-ville. Donc c'est vrai que il y a deux grandes parties communes, quelques chambres, mais là encore une fois, on s'est attaché à recueillir le retour d'expérience de ces personnes-là qui nous quittaient en disant on a chacun notre chambre, mais le souci premier, c'est d'être vraiment de recréer une sorte d'intimité. Donc là, on dit au revoir à l'auberge espagnole de ce qu'on connaît. On est vraiment dans le co-living, donc dans une cellule, dans des cellules qui sont effectivement pleines de chambres. Par contre, avec un besoin en tous les cas d'intimité. C'est pour ça que le concept co-living chez LP, la patte en quelque sorte. Ça allait être ma question suivante, en effet. Donc j'anticipe. Véritablement, donc en plus des axes forts, donc je répète, donc tout ce qui est serviciel, prestations servicielles, hautement servicielles en tous les cas, et animation réelle au sein des espaces. On a aussi conçu, avec l'aide des services techniques de LP Promotion, un véritable espace dédié aux co-livers. Donc, c'est-à-dire, effectivement, plusieurs chambres dotées de chacun leur salle de bain. Donc là, ce que je disais tout à l'heure, c'est l'intimité qui passe aussi avant tout. C'est un modèle qui est très français, qui est très adapté à la France, puisque à Londres, etc., Dublin, on ne retrouve pas ce type de co-living. Oui, on mutualise pas la salle de bain, on la garde dans la chambre. Exactement. Donc ça a été un axe fort du développement du concept. Par contre, avec des parties communes, donc on parle de co-living dans le co-living. Voilà, dans ces types d'appartements. Et on retrouve effectivement des canapés lounge, des chaises suspendues au plafond. Enfin, vraiment, et de grandes terrasses sur lesquelles ils peuvent effectivement faire l'apéro, etc. et tous se mettre en commun. Donc voilà, donc c'est vraiment cette notion servicielle donc qui fait la différence, ces animations et ce principe d'appartement vraiment dédié. Oui, c'est ça, et c'est votre expérience en tant que gestionnaire où vous savez effectivement que voilà, peut-être la particularité française, c'est d'avoir aussi cette intimité dans ce format nouveau partagé. Et qui dit co-living dit effectivement l'un des avantages, c'est la facilité également d'accès par rapport à des logements traditionnels. Il y a la question de la digitalisation. Alors est-ce que c'est simple en fait d'accéder à un logement? Comment ça se passe chez vous? Alors nous avons des plateformes de réservation. Bien sûr, on a un site internet. On est en train. Alors nous avons aussi une application collaborative. Nous sommes en train de travailler d'ailleurs sur un boss en tant que tel qui réunirait pour nous la réservation de salles, puisque dans les espaces de coworking qui sont en socle, nous avons aussi des services supplémentaires qui sont demandés, donc réservation de salles, réservation de parking pour des temps très limités, réservation de l'imprimante pour éditer son dossier ou ses dossiers pour ses clients, donc ou alors réservation tout simplement d'un poste de travail en fait pour 1 ou 2 journées. Oui, parce qu'il y a des espaces de coworking également à l'intérieur. Ouais. Complètement. Donc l'idée c'est vraiment d'adapter grâce à ce boss une digitalisation, on va dire, très accessible pour le tout venant et pour celui qui a décidé de participer à l'espace de coworking ou alors d'avoir un appartement dans une unité de vie dans les étages. Voilà. Formidable. Et quelle est la durée moyenne en fait pour des locataires de séjour dans vos résidences? Alors on remarque 2 types de publics. Un public qui va être plutôt sur des durées de 4 à 6 mois. Donc ça c'est ce qu'on remarque au réel depuis le temps que nous gérons ce type de résidence à grande échelle, nous le voyons. Et on va remarquer sur certaines périodes, quand il y aura une animation particulière sur la ville ou un événement très spécifique, des populations qui arrivent en masse via les réseaux qu'on connaît de réservation en ligne, que je citerai pas, mais qui viennent pour quelques jours. Donc de 3 à 1 semaine. Donc ça c'est notre court séjour et on remarque que ce type de résidence un peu lifestyle est de plus en plus demandé. On a géré de l'hôtellerie préalablement et c'est vrai que ces lieux nous semblent plus adaptés à un public jeune, plus jeune en tous les cas, décodé. On sort des codes hôteliers purs et on est sur l'après, la V2 en fait.
D'accord. Et est-ce qu'il y a plusieurs types de co-living, c'est-à-dire vous disiez jeunes, ça se règle par catégorie d'âge, par type socio-professionnel, comment ça se passe? Mais c'est plutôt en fait cette génération millennium, j'imagine, qui est habituée au coworking, et c'est ça aujourd'hui la cible principale, c'est ça? Complètement, c'est notre persona aujourd'hui. D'accord. Donc après différentes études réalisées avec différents prestataires, c'est vrai qu'on a notre cible qui est effectivement les 25-35 ans, mais on peut avoir également plus, donc par exemple des jeunes actifs, on va dire d'une quarantaine d'années, même s'ils sont plus très jeunes, mais qui ils sont parfaitement jeunes, ils sont parfaitement jeunes. Mais qui sont en transition professionnelle, donc c'est-à-dire ou transition personnelle, comme l'a dit Pierre tout à l'heure. Donc on est vraiment dans des cas très spécifiques, mais c'est vrai que la grosse partie, en tous les cas, de ce public que nous retrouvons, de nos clients, que nous retrouvons sur ce type de résidence, ce sont vraiment les 25-35 ans. Claire. Pierre, investir dans le co-living et de surcroît avec LP, je crois qu'il y a aussi un rôle qui est important aujourd'hui, qui est un rôle social. On l'a vu par rapport au fait de créer, à l'heure de la digitalisation, des rencontres entre les personnes, et également environnementale qui vous tient, enfin voilà, sur lequel vous êtes sur une démarche de fond chez LP Promotion. Vous pouvez peut-être nous en dire deux mots. Oui, bien sûr. Alors, pour faire écho effectivement à ces résidences, on les a pas créées par hasard. Donc ce lien social, cette envie d'être ensemble, cette envie de boire l'apéro, très schématiquement, mais c'est un peu ça, cette envie d'être tous ensemble dans une grappe, dans une unité de vie, mais tout en ayant quand même son confort et son intimité. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Donc ce lien social, cette envie, elle transpire du groupe, donc de LP Promotion, qui effectivement est promoteur, puisque c'est notre métier premier, et en s'adaptant au territoire, en étant plus proche des collectivités, des habitants, on a l'habitude de discuter, de concerter, d'être dans le consensus au quotidien. Et c'est que ce lien social, pour nous, il est très cher. On s'implique beaucoup dans les territoires, dans les associations sportives, culturelles, caritatives. Ça, on l'a toujours fait, on continue à le faire. Et puis donc, on a décliné notre raison d'être depuis 2 ans dans le groupe, qui est axée sur le service. Et c'est pour ça qu'on développe Privilège et que ce privilège représente 50% des projets immobiliers que nous développons, parce que ce service, pour nous, il est cher, ce lien social. Et puis, on peut pas parler d'immobilier sans parler d'environnement, évidemment. On est un des plus gros contributeurs du CO2 qui peut être dégagé. Donc, on a pris à bras-le-corps ce sujet chez LP Promotion. Et pas depuis hier. Et pas depuis hier. On investit notamment, alors c'est anecdotique, mais ça montre bien notre engagement. On fait pas du projet one shot extrêmement environnemental. On va beaucoup plus loin. On investit dans des startups, on investit dans des entreprises. Je cite un exemple. On investit dans le leader français de la brique en terre crue, par exemple, dans lequel on est actionnaire minoritaire, mais on continuera et on continue à prendre des participations dans d'autres entreprises qui peuvent être vecteurs de transition écologique. Pour nous, c'est fondamental. Matériaux que vous utilisez évidemment. Matériaux évidemment qu'on utilise et qu'on continuera à utiliser. Donc, on fait en sorte que les résidences de co-living et les autres soient faites avec des matériaux biosourcés, durables, géolocalisés, en tout cas tout ce qui peut contribuer à une vie plus saine pour le futur. Voilà, et ça, on y est extrêmement attentif. On a un service RSE en interne avec 4 personnes et une direction technique très centrée sur l'innovation technique. Et aujourd'hui, on parle du gaz, on parle d'électricité, on parle du coût de la vie. Et là aussi, il y a beaucoup de choses à faire et construire, même si c'est un tout petit peu plus cher aujourd'hui, cette capacité à voir dans l'avenir, à pérenniser le sujet par la gestion, nous permet aussi d'interpréter un petit peu différemment la conception de nos immeubles. Oui, par la réflexion déjà entre les personnes, les ingénieurs, on peut réduire l'impact. On peut réduire l'impact, et quand on réfléchit à long terme sur un coût, non pas à l'année N, mais sur 10, 15, 20 ans, sur un coût d'exploitation, on a encore une vision encore plus poussée environnementale, parce qu'elle a encore plus de sens économique, en lien évidemment un sens sociétal qu'on lui connaît, mais on a chez nous un bilan d'opération qui n'est pas à l'instant T, mais qui est sur la durée. Ça, c'est fondamental. Et donc cette envie d'être là dès le départ, et puis d'être là après dans la bonne gestion, la bonne vie des résidences, elle se passe aussi dans la bonne vie de l'immeuble et de comment il est construit. C'est fondamental. Bravo et merci pour ces précisions. Audrey, juste en guise de mot de la fin, j'aimerais revenir quand même sur un point important pour les investisseurs qui souhaiteraient aller vers le co-living. Ça veut dire contracter avec un gestionnaire. Et il y a une chose importante, je trouve, à rappeler ici, c'est que voilà, au moment, je crois, du confinement, vous avez été parmi les rares à continuer à verser les loyers sur l'ensemble de vos résidences. Et voilà, je voudrais juste vous entendre là-dessus parce que
encore une fois, c'était pas forcément légion dans le marché. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que Privilège, c'est comme retrouver, en tous les cas, comme tous ses confrères exploitants, dans une situation qui était pas évidente. Voilà. Alors, on a su spécifiquement sur le co-living, en tous les cas, garder nos publics. Alors, c'est vrai que ce sont des lieux qui ont été même pendant le co-living encore sympas. Il y avait très peu d'animation, voire plus du tout. On a réussi à transformer, en tous les cas, certaines animations en live, en fait. Donc, comment assurer, par exemple, une séance de fitness chez soi. Et ça, c'est vrai que ça nous a permis aussi de pouvoir répondre à une demande dans un moment qui était évident pour personne. Voilà. Donc, en tous les cas, Privilège, effectivement, a tenu à ses obligations et a répondu présent vis-à-vis de nos propriétaires bailleurs. Et je pense qu'on s'est largement fait remercier par nos propriétaires, notamment lors des assemblées générales auxquelles nous faisons un plaisir d'assister chaque année pour l'ensemble de nos résidences également. Bah écoutez, bravo. En tout cas, voilà, je voulais effectivement rappeler, et je pense que c'est dans des moments aussi compliqués qu'on sait avec qui on travaille. Donc, c'est important pour les investisseurs qui nous regardent. Et Pierre, également, mot de la fin pour ces investisseurs, futurs investisseurs. Vous qui êtes un acteur de la promotion depuis des années, quels sont les 3 clés, les 3 secrets, vous, que vous regardez pour un investissement réussi et que vous pouvez conseiller aux personnes qui nous regardent? On l'a dit tout à l'heure, c'est l'emplacement. Ouais. Donc c'est l'immobilier. Donc encore une fois, 35 collaborateurs qui battent le pavé au quotidien pour trouver des emplacements de qualité. Ça, je pense que c'est très très important. C'est pas une information qui arrive et puis on va peut-être construire là-bas. C'est on va au-devant de l'information, on va chercher à l'endroit qui nous convient avec Audrey, le projet immobilier qui fait sens à un endroit donné. Ça nous est permis par des implantations régionales. On a 7 implantations régionales, on va continuer à les multiplier en 2023. On aura un maillage territorial encore plus fort. On sera un promoteur national, même si je n'aime pas le terme national. On est promoteur des territoires et c'est bien la connaissance fine des territoires qui nous permet de trouver des sites appropriés aux besoins de Privilège, aux besoins du co-living, aux besoins de tous les projets immobiliers que l'on construit. C'est une première chose. Et puis, chez nous, on a dissocié les différentes fonctions. Un exemple, le service technique chez nous ne fait que du technique, que de la livraison. Et ça, c'est fondamental si on veut avoir une satisfaction client irréprochable. Si on veut livrer une résidence en temps, en heure, propre, irréprochable, c'est parce qu'on a des gens qui ne font que ça. Et pour nous, c'est important. On a un objectif 0 réserve. Alors, on n'y arrive pas forcément, mais on n'est pas très loin de ces 0 réserves. On est entre 1 et 2 réserves par lot privé dans une résidence que nous livrons. Et ça, pour moi, c'est un gage aussi de succès. Oui, c'est important. Un gage de satisfaction client, que ce soit le client final acheteur, le résident qui intègre la résidence, le senior qui a une démarche intellectuelle de « je quitte mon domicile » très importante. Il faut que l'espace vert soit de qualité. On a des paysagistes chez nous depuis une dizaine d'années. Pour moi, l'architecte est important, mais le paysagiste est tout aussi important que l'architecte. On parle beaucoup d'espace vert depuis quelques années, depuis les élections passées, mais pour nous, ça fait une dizaine d'années. Il faut regarder nos plaquettes, qu'il y a le mot du paysagiste, le mot de l'architecte. Là, pour moi, ça c'est important, c'est le bien-être, et surtout dans les résidences que gère Audrey, où les parties communes extérieures, les jardins partagés, le terrain de boule, la terrasse, le mobilier urbain, tout ce qu'on peut amener comme élément qualitatif est fondamental. Puis le fait qu'on assure le syndic, la gestion, et qu'on soit dans une durée longue. Voilà, on s'investit dans un temps long. Tout ça, c'est un modèle qu'on essaie d'incarner, puis un modèle responsable. On parlait tout à l'heure de l'environnement, on parlait tout à l'heure des sujets sociétaux. Voilà, donc on essaye en tout cas, en toute humilité, de boucler la boucle et d'offrir un produit le plus satisfaisant possible pour nos clients, quels qu'ils soient. Eh ben, très bien. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux pour vos témoignages aujourd'hui. Merci Audrey, merci Pierre. Et je vous propose à présent d'enchaîner tout de suite avec un nouveau regard également sur la thématique du co-living, en accueillant 2 acteurs justement majeurs de la distribution qui vont également poser leur regard, ainsi que Christophe Court, directeur commercial d'LP Promotion. Jingle. Et nous poursuivons avec notre 3e et dernier plateau dédié au co-living et avec de nouveaux regards, celui de professionnels de l'immobilier d'investissement. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir Claude Lambert, président d'Expertissimo. Bonjour Claude, bienvenue. Bonjour. Julien Joubert également, donc président fondateur de Quintessence. Bonjour Julien. Bonjour Philippe. Bienvenue. Et Christophe Court, directeur commercial et marketing d'LP Promotion. Bonjour Christophe. Philippe. Eh bien peut-être un petit tour de table pour se présenter rapidement. On commence par vous Claude, si ça vous va. Très volontiers. Bon écoutez, c'est assez simple. Je travaille chez Groupama, GAN, donc une compagnie d'assurance très mutuelle. J'ai créé avec mes équipes la gestion de patrimoine il y a une
douzaine d'années. Et rapidement, il a fallu qu'on fasse de l'immobilier, ce qui a été un peu plus long. On a un peu hésité sur la formule et on a créé une structure dédiée qui s'appelle Expertise Immo, maintenant ad hoc, qui a une carte T pour vendre. Et on a donc un réseau de commerciaux salariés dans tous nos réseaux. On a en gros 600 commerciaux conseillers en gestion de patrimoine. On en reparlera, c'est important. Et là-dessus, on en a un peu plus de la moitié qui ont une carte T pour pouvoir présenter les produits, entre autres, de LP. Et on fait environ 2000 ventes par an. La structure, elle a 7 ans. D'accord. Donc votre témoignage va être précieux aujourd'hui. Merci encore. Julien, même question. Julien Joubert, président du groupe Quintessence, fondé en 2009. Nous sommes spécialisés dans la gestion de patrimoine global et nous accompagnons environ 20 000 foyers par an en matière d'optimisation fiscale, d'investissement locatif, d'investissement et placement financier grâce à nos 300 experts partout en France et nos 25 directions régionales. Très bien. Et ben pareil. Donc voilà, votre témoignage sera important pour nous. Et Christophe, on finit par vous présenter également. Donc Christophe Corr, moi je suis en charge de la direction commerciale et marketing du groupe LP. LP aujourd'hui a à peu près 26 ans, comme on l'a évoqué auparavant. Ça produit environ 2000 logements et la quote-part du LMNP est assez prégnante puisque c'est environ 70%. Et parmi effectivement un des produits phares, c'est le sujet du jour, c'est le co-living. Très bien. Eh ben parfait, Christophe. Justement, ça tombe bien. Mais alors justement, avant de parler de co-living, messieurs, est-ce qu'on peut profiter de votre présence pour rappeler les fondamentaux d'un investissement immobilier réussi? Claude. Alors comme je vous le disais, nous ne vendons pas d'immobilier, nous. On a des gens qui sont conseillers en gestion de patrimoine et on règle des situations patrimoniales. Quelle est la problématique d'un client? Il veut transmettre, il veut se faire du revenu complémentaire, il veut baisser sa pression fiscale, il veut diversifier ses investissements. L'immobilier est de temps en temps la réponse à une de ces solutions. Et à ce moment-là, on essaie de calibrer la fiscalité de l'immobilier qui lui va le mieux. Est-ce que c'est du foncier, du Pinel, de la location meublée, de la nue propriété? Une fois qu'on a calibré ça, on essaie de calibrer le montant et les sensibilités du client. Et après, on présente le produit. Mais le produit arrive finalement assez tard. Donc, c'est nous qui sélectionnons les produits avec les fabricants. C'est nous qui vérifions que l'emplacement, le prix, l'adéquation avec le marché est bonne, que la sécurité sur le plan du client est bonne, et qui a, in fine, sortons le produit que nous voulons lui vendre, mais qui correspond à son profil. Donc l'immobilier arrive tard, on n'est pas une agence immobilière, même si juridiquement on en est une. C'est clair. Julien, même question, en effet, donc on part du client, de ses besoins, mais si en effet l'orientation est plutôt sur l'immobilier, quels sont les critères importants à respecter Non, mais je vais quand même enfoncer des portes ouvertes parce qu'on parle évidemment toujours en numéro 1 de l'emplacement. L'emplacement, je veux ou dire. Emplacement en devenir, bien entendu. Il y a évidemment le risque en termes de perte de loyer, donc il faut choisir le bon gestionnaire, les bonnes assurances locatives. On s'improvise pas gestionnaire locatif, c'est un vrai savoir-faire, c'est une vraie expertise. Il y a évidemment beaucoup de risques à faire seul, donc c'est impératif de choisir le bon gestionnaire, évidemment. Et puis, encore une fois, bien analyser le marché, sa capacité en tout cas à rembourser un prêt, parce qu'il faut l'anticiper. Encore une fois, l'investissement comporte des risques. Très bien. Et on enchaîne justement peut-être avec vous, Julien. Justement, on parle d'immobilier, donc de logement, de locataires. Vous qui, en effet, êtes sur le marché depuis un grand nombre d'années, pouvez nous rappeler le contexte et peut-être, est-ce que vous avez constaté qu'il est de plus en plus difficile de se loger aujourd'hui en France? Bien entendu, raréfaction de l'offre, que ce soit d'ailleurs à la location comme à l'achat. Donc cette carence entraîne une inflation évidemment sur les loyers, sur les prix. Aujourd'hui, une sélection qui est de plus en plus rigoureuse de la part des propriétaires, des revenus qui suivent pas et un nombre de CDD qui augmente en permanence. Oui, c'est ça. Depuis ces dernières années, on a des contrats de plus en plus précaires et puis des propriétaires qui se font de plus en plus regardants sur les conditions justement d'acceptation. Claude, est-ce que selon vous, le co-living est justement une réponse efficace dans le contexte global que vient de rappeler Julien? Oui, je dis oui en tordant un peu la bouche parce que on est arrivé au co-living, je dis pas de manière contrainte et forcée, mais on a suivi la conjoncture, si vous voulez. Mm-hmm. En réalité, pourquoi on fait du co-living? Christophe m'arrêtera si je dis une bêtise. Nous ne faisons, nous, que du senior et de l'étudiant en location meublée.
Et puis on est arrivé au co-living parce que les maires répondent à deux contraintes. Ils aiment pas donner des permis de construire pour des résidences étudiantes parce qu'ils ont toujours peur que la résidence étudiante, ça fasse du bruit, du chambard, trouble un peu le voisinage. Donc, même s'ils en ont besoin, ils le font pas. Puis ils ont une deuxième pression, c'est que dans leur bassin d'emploi, il faut qu'ils fournissent du logement à d'autres catégories de clientèle que des étudiants. Donc, naturellement, ils donnent ce qu'on appelle des permis hôteliers, qui sont des permis qui permettre de faire du logement et du logement en courte ou en moyenne durée pour des jeunes travailleurs, pour des gens qui font des stages, pour des gens qui sont de passage, qui sont pas dans une logique étudiante. Donc le co-living est arrivé comme ça, si vous voulez, et au début, on a regardé ça comme une bête un peu bizarre, ce qu'on ne veut pas faire notre résidence de tourisme, et on s'est aperçu que c'était plutôt une amélioration du risque pour l'investisseur final, notre client, parce que le gestionnaire qui loue à des étudiants, il a un problème, c'est qu'en général, les mois d'été, c'est vide. Et il a un problème de taux de rentabilité. Nous, il nous garantit 12 mois de loyer. Le fait de pouvoir mixer des populations différentes, je pense, améliore la position concurrentielle et risque pour notre clientèle. Et finalement, nous va bien. Donc, c'est pour ça que le co-living, finalement, nous va bien. Ce que vous disiez, voilà, vous faisiez pas du gérer du tourisme notamment jusqu'à maintenant, et pour le coup, le co-living, vous avez ouvert le spectre par rapport à cette thématique très particulière. Ce qui n'est pas exactement du tourisme, mais qui est de l'hôtelier, qui nous va plutôt bien, et n'est pas. Et je pense que beaucoup de nos confrères sont pas encore arrivés au stade. Ils voient toujours des résidences hôtelières ou tourisme, très liées à la conjoncture, donc éventuellement porteuses de risques, donc n'y sont pas encore arrivés. Tant mieux, ça nous laisse de la place pour en faire avec LP. Et Julien, justement, là on a vu côté utilisateur, côté investisseur, puisque ce sont ceux-là que vous accompagnez. Quels sont les avantages selon vous, justement, d'investir dans le co-living, selon vous, dans le contexte actuel notamment ? Alors, il y a une demande qui est grandissante, parce que l'offre est évidemment très, très étroite. Un ticket d'entrée qui est très accessible, vis-à-vis du nu ou même des résidences meublées. On a une rentabilité quand même qui est accrue grâce aux services annexes. Et puis l'assurance, évidemment, de percevoir ses loyers grâce au beau locatif. D'accord. Christophe, peut-être rappeler à ce stade dans quel cadre s'inscrit un investissement en co-living, justement Dans le cadre de LP, justement, on est dans du loueur meublé non professionnel, donc avec une fiscalité liée à cela, avec bien sûr, au niveau de l'acquisition, une récupération de TVA, d'accord ? Et ensuite, dès lors qu'on a assorti ça à un bail commercial, derrière, l'assurance d'être réglée par le gestionnaire. Ensuite, comme bien évidemment, derrière, on est sur ce qu'évoquait Claude, un permis plutôt dans un contexte hôtelier, l'intérêt qu'il a aussi pour la partie investisseur, c'est qu'on va toucher à la fois le bassin étudiant, grosso modo, qui représente à peu près 80% du taux d'occupation, et aussi des entreprises, puisque les mairies ont ces problématiques pour des gens qui viennent en formation, des gens qui viennent en courte durée. On a aussi beaucoup de gens qui ont divorcé, qui sont dans une situation alternative. Et donc, du coup, cette situation-là, au niveau du co-living, va bien caler à une demande qui est très précise là-dessus, de gens qui sont dans des situations un peu alternatives. Voilà. Donc, combinaison à la fois d'étudiants et, bien évidemment, de gens de population qui sont plutôt dans l'activité ou qui démarrent l'activité, qui sortent d'études et qui vont démarrer, qui n'ont pas les moyens, ce qu'évoquait Julien, de tout de suite pouvoir accéder à un bien classique en location parce qu'ils n'ont pas encore de salaire, etc. fixe. Voilà. Sur les conditions, et puis après, il y a aussi les facilités, c'est-à-dire par rapport à du logement classique, voilà, c'est quand même beaucoup plus souple en termes de garantie demandée, etc. Il y a une plus grande flexibilité. Là. Absolument. Ce qu'évoquait Claude, c'est qu'on est là dans le cadre d'une prestation sur de la courte ou moyenne durée. Donc effectivement, bien évidemment, on peut louer sur plusieurs mois à un étudiant, ce qui est un peu le but, mais on peut aussi louer jusqu'à la semaine, ce qui est quand même plutôt pratique quand on est par exemple en formation et qu'on n'a pas de quoi se loger ou la cartographie hôtelière n'est pas bonne dans la situation où on est. Et donc, pour le coup, ça représente effectivement une alternative très, très positive. Et est-ce que ça coûte plus cher pour le locataire Non, pas du tout. On est plutôt dans un profil équivalent si on est sur du court séjour, sur de l'hôtelier, voire même un peu moins cher. Et en ayant des services et surtout un environnement propice à de l'échange, justement, à une mixité sociale. On va retrouver des salles de sport, on va retrouver une zone de coworking, on va retrouver un espace extérieur pour manger, qui recrée du lien et de la sociabilisation. Donc, ce qui n'est pas du tout forcément le cas quand on est dans une dimension hôtelière conventionnelle.
Et puis c'est du tout compris. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surprise, on est sur du full package. Oui, on sait aussi où on va, ce qu'on va consommer. Ce qui est important aujourd'hui pour les générations actuelles où voilà, il faut que les choses soient normées et de pas aller à l'aventure. On sait où on va, c'est packagé et on a une grande souplesse de pouvoir partir très très rapidement. Contrairement par exemple à de la location conventionnelle où on a les préavis, etc. Là, on est vraiment dans un package compris avec une grande liberté de pouvoir fonctionner comme on le souhaite. Claire, on a évoqué l'utilisateur. Pour revenir sur le profil investisseur, Claude, vous êtes actif sur cette thématique depuis un certain nombre de mois, années, même si c'est voilà une thématique qui est assez récente. Est-ce que vous avez identifié des investisseurs types et autre question, est-ce que les générations peut-être qui sont plus enclins à investir, donc au-delà de 40 ans, comprennent, intègrent en fait ces nouvelles tendances? Écoutez, pour être clair, on n'a pas une population type. Groupama a 12 millions de clients vivants, si vous voulez, donc on a la France entière comme client. Du français profond qui a l'habitude d'avoir des produits pas forcément les plus rentables de la terre, mais les plus sécurisés. Ça répond bien à ce besoin de sécurisation et un peu... Comme l'utilisateur, disait Christophe, on package pour l'étudiant ou le jeune travailleur en disant « tu t'occupes pas de mettre une boîte internet, de te mettre tout est prêt ». Ben nous, on dit la même chose. On dit « tu vas mettre X euros par mois ou tu vas investir X euros de ton patrimoine et tu t'occupes de rien ». Qu'il y ait un locataire, qu'il n'y ait pas de locataire, qu'il le paye, qu'il le paie pas. Il y a quelqu'un qui va s'occuper de tout, donc c'est pas de souci. Donc c'est de l'immobilier sans souci et qui est un peu financiarisé par là. Donc l'immobilier est un peu loin du geste et les caractéristiques de sécurité et de rendement prennent la main là-dessus et vont assez bien une clientèle chez nous qui est plutôt une clientèle de gens un peu seniors. On a beaucoup de seniors, enfin seniors c'est 50, 55 ans, et qui va assez bien dans leur problématique de complément de revenus. Donc 70% des gens qui font ces opérations-là le font pour se faire un complément de revenu immédiat ou un complément de revenu à la retraite. Donc c'est le plus beau produit de préparation à la retraite. Et j'ose rajouter une chose, quitte à être un peu long, si l'inflation, comme je le pense, est durable, tous les placements format papier vont faire souffrir le rentier. L'inflation tue le rentier. Or, la pierre, d'une manière mécanique, conserve une vraie valeur patrimoniale et généralement la valorisation en valeur vénale sur long terme suit l'inflation, donc même si on ne veut pas la garantir, c'est ce qui se passe, et les revenus sont eux-mêmes indexés, donc on a un vrai produit qui, en période compliquée comme maintenant, devrait encore être plus successful. Très bien, merci Claude. Et on comprend effectivement que la sécurité est un élément majeur dans le choix en fait des investissements pour vos clients. Néanmoins, effectivement, en face de ça, il y a la rentabilité. Peut-être un mot, Christophe, la rentabilité moyenne attendue sur ce type d'investissement? Oui, globalement, on est à ce stade aujourd'hui, puisque les rentabilités au niveau des produits, que ce soit l'étudiant, le senior et aujourd'hui le co-living, sont des choses qui sont assez mouvantes. Mais globalement, on est sur une rentabilité de l'ordre de 3,70, entre 3,70 et 3,80 quand on est sur des zones, on va en parler tout à l'heure, périurbaines, urbaines. Très clair. Julien, on confirme, oui, le 3,70 de rentabilité, ce qui est plutôt OK par rapport au niveau de sécurité apporté? Absolument. On a une rentabilité qui est légèrement supérieur au meublé classique. Et Christophe, s'il y a effectivement quelque chose qu'il faut préciser, c'est ce cadre effectivement immobilier géré, l'MNP, qu'il ne faut pas forcément appréhender comme de l'immobilier classique. Vous avez une expression type comme quoi c'est un produit de garde. Absolument, oui. Non, en fait, on se rend compte, mais quels que soient d'ailleurs les clients aussi bien d'Expertise Immo ou de Quintessence, c'est que on est à la fois sur un produit de garde, bien évidemment, puisqu'il y a une durée et on le conserve. Il y a aussi une constitution de retraite, bien évidemment, on le voit particulièrement d'ailleurs chez les clients de Claude où on est sur des profils un peu plus seniors et qui sont dans le cadre d'une constitution de retraite, mais aussi dans la transmission, puisqu'on a pas mal de gens qui achètent avec du cash, bien évidemment, ils sortent de la partie, on va dire, assurance vie pour aller transférer les acquisitions sur de l'immobilier. Et donc, du coup, il y a effectivement une transmission qui s'opère pour les enfants. Et donc, c'est assez fluide pour ça. Donc, c'est à la fois un produit de garde, à la fois un produit qui permet, bien évidemment, de se constituer une retraite et avec une très, très bonne transmissibilité, si on peut parler ainsi. Voilà. Très bien. Justement, Claude, les premiers investisseurs, sont-ils contents? Je veux dire, est-ce que la promesse est là? L'investisseur, quand il est livré, il juge la résidence, sa tenue, son style,
Et ce que je peux dire, c'est que quand on a commencé à travailler avec eux, j'ai voulu, avec une collaboratrice, on a voulu aller voir des résidences gérées. Quand vous allez dans une résidence étudiante, en général, le monsieur qui vous accueille en bas, c'est un monsieur qui est entre l'homme de sécurité et le gardien de nuit, si vous voulez. Quand on rentre dans une résidence chez LP, la première qu'on a vue, c'était à Toulouse. La dame qui était là, c'est une ancienne directrice d'un grand hôtel et qui gère ça comme un grand hôtel en termes de confort, de sécurité, de décoration, d'accompagnement, d'écoute des enfants. Et moi, quand je suis sorti de là, j'ai dit à la personne avec qui j'étais, j'aimerais bien que mes enfants soient là. Il y a une ambiance assez différente, si vous voulez, en termes de tenue de maison. Et ensuite, on a été voir une résidence senior où on a retrouvé à peu près la même chose avec une personne qui passait son temps à être plus en souci des animations, d'aller voir si la dame du dessus marchait bien, que d'une intendante qui distribuait le courrier et qui rentrait. Donc je crois que les clients le ressentent. Les loyers sont bien sûr payés. Je dois dire que pendant la pandémie, on avait déjà commencé à livrer. LP a payé rubis sur l'ongle, même sur des résidences qui étaient en cours de livraison, donc pas remplies. Donc ils ont fait l'effort. Ils tenaient à notre clientèle générale et ils ont payé, c'est un argument intéressant, c'est pas difficile. Extrêmement important de le rappeler. Donc les deux jumelés, donc c'est pas spécifique au co-living, c'est spécifique à la maison LP, à son activité de gérant de maison. Alors qu'elle soit après fiscalement et techniquement sur du co-living ou de l'étudiant ou du senior, c'est assez voisin, disons. Merci Claude et Christophe. Peut-être un point, on a évoqué plusieurs opérations. Est-ce que on souhaite revenir sur quelques opérations significatives déjà déroulées Alors, les programmes phares récents que l'on a commercialisés, donc avec les deux personnes qu'on a là, la première a été Gradignan, puisque Gradignan a Yacht l'opération, c'est ce qu'on appelle une résidence XL, puisque elle dispose de plus de 300 logements. On a commercialisé les 300 logements en l'espace de 12 mois. Donc ça reprenait effectivement un vrai besoin, tant sur les tickets qu'évoquait tout à l'heure Julien, que sur la constitution des baux et des services. Donc ça a été le premier derrière. On a enchaîné Top of the Rose à Fontenay-aux-Roses, donc avec plus d'une centaine de lots, donc qui a eu aussi un succès commercial marquant. Et l'actualité du moment, donc ça va être effectivement Gif-sur-Yvette. Gif-sur-Yvette, c'est 188 lots. Là, on est donc plateau de Saclay. On est donc sur la fac des plateaux de Saclay. On est contre la commune d'HEC, donc avec une demande absolument énorme en matière de logement étudiant. Donc fatalement, là, je pense que ça aussi, ça devrait trouver clientèle là-dessus en matière d'investisseurs. Et enfin, qui arrivera, on va dire, aux alentours du mois d'octobre ou novembre. Pareil, nos deux acolytes ici présents en auront. C'est Doc 54 à La Rochelle. Alors là, c'est vraiment, pour nous, peut-être notre écrin, c'est l'opération qui est très très attendue, puisque là aussi on est sur environ 180 lots, plein centre de La Rochelle, pas très loin du port. On a, comme à Top of the Rose, donc un rooftop, et en bas aussi on a un coworking café, donc c'est quelque chose qu'on a initié avec une zone de coworking calme et une zone de partage café, avec ensuite tous les services que l'on a habituellement. On est vraiment sur un produit vraiment d'exception, et ça arrivera donc au mois de novembre. Très bien, eh ben super, plein d'actualités. Je rappelle à ce stade d'ailleurs que juste après ce plateau, on enchaînera sur l'espace atelier où justement l'ensemble de ces opérations seront déroulées, précisées par l'ensemble des équipes de Christophe. Donc merci messieurs. Peut-être voilà, je vous propose un mot de la fin sur peut-être voilà le vôtre ou votre retour d'expérience. Vous en avez pas mal parlé, Claude, mais Julien, peut-être voilà commencer par vous. Un retour d'expérience, peut-être un témoignage. Pour le partenariat qui nous lie depuis 2013, donc 10 ans bientôt. Un groupe que j'ai vu évoluer, on a évolué aussi nous de notre côté, mais voilà, un groupe plein d'ambition, innovant, mais qui garde quand même ses fondamentaux. Très bien. Merci Julien, ça c'est clair. Claude? Moi je dis que notre histoire avec LP qui est plus récente, c'est une rencontre avec l'équipe de direction, puis ça a assez vite fité. Et je crois que le mot c'est la confiance qu'on a établie entre nous. Quand ça va pas, on se le dit. Quand ça va, on se le dit aussi. Quand il y a des problèmes à régler, on les règle vite. On a des gens hyper pros. Et dans la gamme de promoteurs que nous avons, alors c'est toujours compliqué de se comparer, mais c'est sûrement le promoteur qui est le plus ponctuel dans ses mises en marché. Je peux dire qu'avec Christophe et donc LP, mais une date donnée, elle est respectée à 2 jours près. Et ça, c'est d'un très grand confort pour mes équipes. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il a une équipe hyper pro. L'ADV, l'administration des ventes, ça avance. La préparation des dossiers market, ça avance. On travaille avec des grands nationaux. Si on avait ça ailleurs, on serait ravis. Donc vraiment, moi, c'est cette qualité de relation avec les équipes de LP que je mets en avant et leur professionnalisme.
Bon, bah écoutez, que dire de mieux, Christophe? Je pense que à vous de conclure. Ouais, le mot de la fin. Aujourd'hui, c'est un produit sur lequel on va développer, pour nous, c'est pas un grand secret, sur 2023, ça va représenter 40% de notre offre, soit environ plus de 1500 lots qu'on va lancer sur 2023, en plus de ceux qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc, fatalement, on va s'asseoir sur des socles de commercialisateurs qui sont fiables, pertinents et qui ont un savoir-faire et aussi un retour professionnel là-dessus. Donc, pour moi, ce produit-là s'inscrit complètement dans la durée que j'inscris avec eux au niveau des relations que l'on a professionnelles. Donc, il n'y a pas de raison, ce produit-là va nous permettre de grandir communément, en fait. Super. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Merci Claude pour votre présence aujourd'hui avec nous. Merci Julien. Si. Merci encore une fois Christophe. Et je vous propose de conclure cet événement qui n'est pas terminé dans l'espace atelier, bouton situé sur la gauche de votre écran. Et dans cet espace atelier, vous allez retrouver Delphine, Florent et Bertrand qui vont vous présenter justement les opérations en cours de commercialisation chez LP Promotion. Et regardez également dans l'espace stand, vous avez aussi la possibilité de découvrir après ces ateliers les plaquettes et l'ensemble de la documentation des opérations citées par Christophe à l'instant. Et si vous souhaitez recevoir les replays des ateliers auxquels vous n'aurez pas pu participer ou la documentation associée, cliquez justement sur le bouton « Souhaite être recontacté ». Voilà, donc on vous indique tout dans le chat de toute façon. Donc rendez-vous immédiatement dans l'espace atelier. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.